Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour. Vous êtes économiste, membre du Haut Conseil des Finances. Ancien membre du Haut Conseil des Finances publiques. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Année blanche, suppression de jours fériés, une refonte de l'abattement fiscal des retraites. François Bayrou a donc présenté son traitement de choc. Dernière station avant la falaise et l'écrasement par la dette. D'abord Philippe de Sertine, est-ce que vous partagez le point de vue de Guillaume Tabar? C'est un plan courageux? Oui, enfin en tout cas c'est un plan, comme on l'évoquait à l'instant, c'est un plan qui très clairement suscite toutes les oppositions, et donc c'est probablement par cela qu'il va falloir passer, car lorsque l'on regarde la situation de la France, quand on évoque la falaise, vous voyez, au fond ça fait peut-être abstrait, c'est quoi? C'est l'idée que nous allons avoir, si nous continuons de la sorte, on ne sait pas quand, mais on sent bien que ça s'en rapproche, une attaque sur la dette française. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire c'est une crise externe qui va faire que ce sont les créanciers de la France qui, à un moment donné, vont siffler la fin de la récréation. Je dirais c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est produit en Grande-Bretagne il y a un peu plus de 2 ans, quand le FMI a alerté sur le plan, alors là qui était l'inverse d'un plan courageux, qui était un plan fou de Liz Truss, et qui a occasionné sa démission obligée par sa propre majorité. Mais ça s'est passé aussi dans une certaine mesure aux États-Unis au mois d'avril, quand après les annonces de Donald Trump, tout d'un coup, la dette américaine n'a plus été souscrite. C'est-à-dire, là, quand on est en train de parler de la falaise, quand on est en train de parler du point qui se rapproche, c'est très concret, et d'autres plus malins que nous s'y sont trouvés confrontés il y a très peu de temps. Donc c'est ça qui peut se produire. Alors ce plan, est-ce qu'il permet de le faire? On l'a évoqué, Guillaume Tabar l'a bien cité, en disant son but, c'est juste empêcher la dette de continuer d'augmenter. Je rappelle que la Cour des comptes, à plusieurs reprises, mais de façon explicite, a dit la dette est hors de contrôle. Nos dépenses sont hors de contrôle. Ça veut dire qu'elle augmente alors que nous ne le voulons pas, et qu'elle augmente, on va dire, de façon irrationnelle, en tout cas absolument irrationnelle par rapport à notre capacité de la rembourser. Donc ça signifie que nous sommes dans une situation où nous pouvons avoir très vite une attaque sur la dette. Quand je dis très vite, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 2 ans. Ça arrivera forcément si nous continuons sur ce chemin, et on va dire que logiquement ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt si nous n'étions pas dans la zone euro. C'est-à-dire la zone euro nous protège parce que la zone euro, on va dire globalement, nous compris, en tout cas en faisant une moyenne, est vertueuse. Donc exporte, François Bayrou à juste titre a évoqué le déficit de notre commerce extérieur qui est aussi grave, peut-être plus grave encore que le déficit public, parce que c'est à chaque fois que nous faisons des achats de la richesse nationale qui s'en va au profit de nos fournisseurs étrangers. Donc nous avons ce déséquilibre, et nous avons cette dette qui augmente, qui logiquement devrait depuis longtemps avoir obligé les créanciers soit à augmenter énormément les taux d'intérêt, soit voire même arrêter de nous prêter. On sait que ça va arriver, ce plan commence. Oui. C'est un début, et c'est là évidemment où il faut sans arrêt faire passer ce message. Les Français. Et c'est pour l'an prochain en plus. Alors c'est pour l'an prochain. Oui. C'est dans l'hypothèse que nous serons à 5,4% de déficit, c'est-à-dire le pire déficit de toute la zone euro, de très loin, à la fin de l'année. Et malheureusement, les chiffres dans lesquels nous sommes sur cette année 2025, au moment où les gens qui nous écoutent partent en vacances, ou peut-être y sont, ou en tout cas auraient tendance à penser à autre chose, au Tour de France ou à la Coupe d'Europe de football féminine. Mais on est effectivement dans une situation où les 5,4% ne sont absolument pas assurés. On est plutôt dans une logique de glissade provenant du fait d'abord que les dépenses publiques ne ralentissent pas, en particulier les dépenses autour, on va dire, de l'ensemble des éléments sociaux, et en particulier de la sécurité sociale. 5,5 milliards d'économies attendues. Espérer, pardonnez-moi, parce que à chaque fois, quand on est en train de fixer des objectifs, on voit bien que vous avez des hypothèses qui sont faites, et qu'il n'est pas certain du tout que ces hypothèses puissent se vérifier. C'est-à-dire, on n'est pas dans des plans dans lesquels on dit, mais là, à partir de demain, on va avoir cette amélioration. Justement, on parle de... Pardonnez-moi, juste, je termine en disant la croissance ne sera pas au rendez-vous, parce que sans arrêt, lorsqu'on est en train de parler de la dette sur PIB, les 114%, au fond souvent on dit 114%, ça veut dire quoi? C'est mieux que de dire des milliards, parce que 3346 milliards, c'est tellement effrayant que, au fond, les gens ne comprennent plus. Alors 114, je suis pas sûr qu'ils comprennent plus, mais en disant c'est le PIB.
C'est à chaque fois le déficit sur PIB. Or, la croissance risque d'être moins forte que prévu, c'est-à-dire le PIB, le dénominateur sera moins bon, ce qui explique d'ailleurs parfois pourquoi on essaie malgré tout de préserver les entreprises. Les entreprises, c'est elles qui font le PIB. Et donc, si vous tapez en plus sur les entreprises, en plus, vous n'aurez plus de PIB. Donc voilà, enfin, vous voyez le contexte dans lequel nous sommes. Pardon, j'ai été un peu long. Je vais revenir sur le chiffrage, justement. Ce point-là, il est intéressant. Donc, on a 7 milliards d'euros d'économies espérées donc, sur l'année blanche, 3 milliards 4 sur les abattements retraite. Pour prendre ces deux exemples, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait certain et ce n'est pas forcément bien chiffré. Ce sont à chaque fois des hypothèses. Alors non, c'est pas mal chiffré parce que ce sont les chiffrages qu'on fait avec les modèles dont on dispose théorique, notamment à Bercy, alors qui sont des modèles théoriques et vérifiés par les statistiques anciennes. C'est-à-dire c'est comme quand on enlève un jour de travail. On dit alors ça nous permet d'économiser, ça va permettre d'avoir en PIB en plus 2,3, 3 milliards, parfois 4. On dit, mais au fond, en réalité, c'est après coup qu'on se rend compte véritablement si ça a été au rendez-vous, et quand ça l'est pas d'ailleurs, on dira, ah oui, mais il y a eu plein d'autres facteurs qui ont fait qu'on n'a pas eu les milliards attendus. C'est-à-dire, à chaque fois, quand on est en train de proposer des mesures de ce type, on pense on évalue mais la plupart du temps, on évalue toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, nos modèles fonctionnent quand, en réalité, a posteriori, on regarde ce qui s'est passé. Mais la plupart du temps, quand vous projetez dans le futur, vous aurez des surprises. Et soyons très clairs, en matière de finances publiques, c'est très rare que les surprises soient bonnes. Il y a aussi ce thème des 2 jours fériés qui seraient supprimés. On en a déjà parlé de ces jours fériés. Il y a eu le lundi de Pentecôte il y a 20 ans. Rétrospectivement, qu'est-ce que ça avait apporté, ce débat, cette suppression du lundi de Pentecôte, cette idée-là? Je rebondis aussi sur ce que disait Guillaume Tabar tout à l'heure. C'est-à-dire, on sait qu'on ne travaille pas suffisamment en France. Alors quand je dis ça, vous avez probablement certains de vos auditeurs qui doivent immédiatement dire, mais que dit-il? On sait que, pourquoi? On sait que non, on ne sait pas. D'ailleurs, on travaille bien, etc. C'est-à-dire que quand on compare, et on a eu encore des études très récentes de l'OCDE sur le temps de travail en France, il est insuffisant par rapport à nos voisins. Alors vous allez dire pourquoi insuffisant? Insuffisant parce que notre système marche pas. Parce qu'il nous met en déséquilibre, répétons-le, qui normalement est intenable, du commerce extérieur et des dépenses publiques. Alors, soit vous revisez vos dépenses publiques en disant on va plus dépenser du tout et donc comme ça notre système tient, mais on voit bien évidemment que ça n'est pas du tout la finalité et l'approche française. Donc notre système ne fonctionne pas et suppose que l'on ait une création de richesse supplémentaire qui n'est apportée que par les actifs. Donc, quand vous avez besoin de plus de création de richesse, par exemple, vous repoussez l'âge de la retraite, ça permet d'avoir plus d'actifs et moins d'inactifs. Je dirais ça semble de la palissade, mais bien sûr c'est la richesse que créent les personnes qui ne sont pas encore à la retraite et qui ne ponctionnent pas en tant que retraités, ou alors au cours de l'année, on doit travailler plus tous les jours, ou si on n'augmente pas le temps de travail quotidien, on augmente le nombre de jours au travail, et la suppression des jours fériés va dans ce sens. C'est-à-dire en réalité, on a le problème sur la table et on regarde comment on peut faire. On regarde comment c'est acceptable et on voit que cette question immédiatement suscite, on va dire, un refus massif, quasiment de tout le monde. Et quand vous allez avoir même peut-être des camps du plus de travail qui vont s'exprimer, ils vont sans doute dire que c'est pas la bonne solution. Parce qu'en réalité, personne ne veut mettre cette question sur la table. Il faut rappeler que la droite, par exemple, a sans arrêt critiqué les 35 heures, mais les a jamais supprimées quand ils étaient au pouvoir. Parce qu'on sait bien que... C'est sensible. Oui, c'est-à-dire... Non, mais vous voyez, ce qui est sensible, ça veut dire que ce qui est de bon sens, en réalité, en fait, le politique ne l'assume pas, en disant je sais très bien que si je fais ça, je ne vais pas continuer ma carrière politique, donc je ne le fais pas. Je crois que vraiment on est avec cette question que d'ailleurs a évoqué François Bayrou au départ de son discours hier, quand il parle de l'exemple de la Grèce. Alors souvent on dit, mais alors est-ce qu'on peut... Mais on n'est pas la Grèce quand même, etc. Non, excusez-moi, la Grèce n'était pas non plus un pays complètement sauvage, etc. Ils ont pensé à un moment donné que leur système était tenable, parce qu'ils étaient dans l'Europe, enfin pour tout un tas de raisons qui sont les mêmes que celles que nous pensons aujourd'hui, que nous ne serons pas sanctionnés. Mais l'exemple qu'il prend était intéressant, en disant, le Premier ministre de l'époque Alexandre Tsipras fait un référendum le dimanche,
qui dit nous rejetons massivement, imaginons les 2 jours, le lundi de Pâques et le 8 mai, 80% rejettent, et le jeudi suivant, le FMI, c'est-à-dire 4 jours après, et la BCE dit techniquement, excusez-moi, vous n'avez pas le choix. Et là, les gens, ils ont fait quoi ? Ils ont accepté. C'est-à-dire que vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire on est bien dans la voie du bon sens, de la sagesse qu'il va falloir faire, parce que la falaise va nous tomber dessus. C'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Et ensuite, quand il s'agit de le faire, eh bien, effectivement, 1, personne n'est pour, et 2, aucun politique ne l'assume. Je vous rappelle que ça se termine comment, par exemple, en Italie, où vous n'avez pas eu le FMI, ça se termine pendant des mois, des années, les politiques qui redonnent la patate chaude à des techniciens, en disant « débrouillez-vous, faites les réformes, moi je peux pas, de toute façon, je serai plus élu et donc j'ai envie de continuer à être élu, donc faites-le ». Et après cette période, eh bien, on redonne le pouvoir aux politiques, voire même, en ce qui concerne Madame Meloni, on lui fait faire un stage, c'est ce qui s'est passé avec Monsieur Draghi, en disant « on va vous expliquer vraiment ce que vous pouvez faire et pas faire ». Donc, on a un peu ce moment-là, quand on parle du moment de vérité en ce qui concerne la France, on a bien le sentiment qu'on a ce moment-là. Je rappelle, 1958, De Gaulle qui arrive et qui a des finances publiques exsangues, un déficit du commerce extérieur épouvantable, qui revient parce que il y a la guerre, c'est la seule raison pour laquelle on le rappelle, et qui pendant 2 ans va dire on remet tout à plat. Pendant 2 ans on souffre, mais quand tout est remis à plat, le pays repart, parce que le pays, la France, c'est un pays qui a des capacités de rebond, c'est un pays qui a des capacités de créer de la valeur. Nous en sommes là aujourd'hui, moment de vérité, mais il n'est pas certain du tout que le début 58 est vraiment commencé. Une rapide question et rapide réponse, il nous reste 1 minute, Philippe de Sertine. La question est peu évoquée ce matin dans la presse, mais François Bayrou annonce une révision de la participation de l'État dans les grandes entreprises. Certains parlent d'agitation du spectre, de privatisation. Ce sera la précision sera apportée à l'automne prochain. Quelles entreprises pourraient être concernées finalement ? Alors beaucoup, mais on suppose évidemment les entreprises qui ne seraient pas de nature stratégique, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'État a encore des participations. Safran, qui peuvent... Thales par exemple. Safran ou Thales, c'est stratégique. C'est-à-dire là, on va... Voilà, c'est ça. On va rechercher les entreprises non sensibles dans lesquelles on pourra espérer récupérer un tout petit peu d'argent. Quand vous vendez les bijoux de famille, en général, ça rapporte moins que prévu, et c'est qu'une fois. Donc effectivement, on peut avoir quelques centaines de millions, milliards, mais pas plus, sûrement pas à l'échelle du problème qui est à traiter. Merci beaucoup Philippe de Sertine, économiste, ancien membre de l'Institut des hautes finances. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'horizon des possibles. C'est aux éditions Robert Laffont. Bonne journée à vous. Merci. 8h27 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre. Avec nous ce matin, la rédactrice en chef du magazine Le Point, Géraldine Vossner, et l'éditorialiste Christophe Barbier. Ce sera juste après le rappel des titres et la revue de presse.